Le burlesque, c'est ce genre qui a vu le jour sur les écrans de cinéma en noir et blanc, puis a fait carrière en couleur, reflétant un monde comique, chaotique et tourbillonnant où les hommes se bagarrent entre eux ou avec des machines hors de contrôle. Un univers jubilatoire où l'on rit des aventures malheureuses des personnages. Mais à y regarder de plus près, le burlesque, c'est aussi une façon de voir la vie qui la rend plus supportable. Car qui n'a jamais été comme cet acteur pris de vertige? Il arrive toujours quelque chose de terrible au personnage comique. On l'envoie valdinguer, il tombe du haut d'un gratte-ciel, il glisse sur une peau de banane. Mais le gag, c'est ce qu'il fait après. Comment il se sort de ces situations. L'humour burlesque s'est toujours fait l'écho de problèmes bien réels. Pour Chaplin, l'humour consiste à mettre les personnages en difficulté et à voir comment ils s'en sortent. Les regarder se dépêtrer de ces situations nous fait immanquablement rire. Désolé. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Il met 5 minutes à ouvrir sa chaise, juste histoire de pouvoir s'asseoir, et c'est génial. C'est l'art de l'échec. Il est confronté à un problème. Dans la vraie vie, on n'aime pas les problèmes. Mais dans la comédie physique, une chaise est une mine de problèmes et donc une mine d'or. Un clown est plus intéressé par les problèmes que par les solutions. Dit comme ça a l'air simple comme bonjour. Et pourtant, le comique burlesque, c'est du travail. Si vous voulez apprendre à faire rire, Peter Chubb se fera une joie de vous en enseigner les rudiments. Wait a moment for the pain to travel up to your brain to tell you. Don't do it too early, don't do it too late. Timing's very important. That's interesting because you drop it on this leg, but you said ow to the other leg. We need to play the public, to flirt, to play, to get them to be interested and to feel the tension, to feel the tension. The person's on the edge of the building. I hope he doesn't jump. Don't jump, don't jump. He's not jumping. No. He jumps. Tout est dans le timing. La situation semble se stabiliser, le public se détend, et juste quand il pense que tout est rentré dans l'ordre, c'est reparti pour un tour. Paris, 1895. Alors que la Tour Eiffel est encore affublée du surnom de lampadaire tragique, déjà un autre nouveau miracle technique se profile à l'horizon. Le 28 décembre, les frères Lumière projettent leurs premières images en mouvement au Grand Café de l'hôtel Scribe, devant un public qui a payé pour ça. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat annonce un nouveau monde en marche. Dans ce contexte, les images du cinématographe sont presque rassurantes. Elles nous font voir le chaos qu'est notre vie sur un écran, avec une certaine distance. C'est toujours important d'avoir un élément déclencheur. Souvent, il s'agit d'une figure d'autorité. C'est le cas dans la plupart des comédies de la Mutual Film avec Charlie Chaplin. Ça peut être le directeur d'un grand magasin ou n'importe quel supérieur hiérarchique de Charlot, selon l'endroit où il travaille. Il trouve toujours moyen d'entrer en conflit avec son patron. Dans les premiers films du genre, les histoires sont racontées en moins de 5 minutes.
Le slapstick et le film muet ont les mêmes centres d'intérêt, puisqu'il s'agit de casser le rythme, d'une certaine manière d'être en dehors de la réalité. Il ne faut pas qu'il y ait de parole, parce que la parole donne une sorte de sens raisonnable aux choses. Avec le slapstick, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. On cherche de tous les côtés, il y a des batailles de tarte à la crème dans les rues, des villes entières sont démolies. Enfin, il y a quelque chose de l'esprit pionnier, de l'esprit conquérant du cinéma qui va avec le goût fondamental que nous avons tous de la destruction. Le cinéma était une distraction accessible aux petites gens, même aux plus défavorisés, et aux immigrés aussi. Et bien sûr, ces gens s'amusaient follement en voyant des scènes où tout est sans dessus-dessous. C'était ça le burlesque. Tandis que le public des salles obscures rit à gorge déployée, les intellectuels se demandent bien pourquoi ça l'amuse autant de voir les autres dans des situations difficiles. Nous avons tous un désir primitif de voir les autres souffrir. Et le fait de les voir souffrir nous rassure. Car justement, ce qui arrive, ça leur arrive à eux, pas à nous. Ce sont eux qui tombent, eux qui ont des accidents, eux qui sont dans l'embarras. Pas nous. Le premier à s'intéresser sérieusement au phénomène est le philosophe Henri Bergson. En 1900, il publie Le Rire. La première explication qu'on peut trouver est toute simple. On éprouve tous du plaisir face au malheur d'autrui. On peut dire que le rire, et c'est ce que pense entre autres le philosophe Henri Bergson, est toujours une moquerie. On rit toujours de quelqu'un. On n'aime pas faire des erreurs. Les erreurs nous mettent dans l'embarras. Et tomber, glisser, perdre l'équilibre sont des erreurs. Le comique français Max Linder sait que perdre l'équilibre fait beaucoup rire. Au cours de l'hiver 1905, on lui propose de faire du cinéma. Qu'est-ce que c'est ? Aurait demandé le comédien, et on lui aurait répondu « C'est comme le théâtre, sauf que tu joues tes gags devant une machine et qu'on te donne 20 francs par jour. » Max Linder accepte. Max Linder était incroyablement populaire parce que d'une certaine manière, c'était l'homme élégant, qui avait une certaine tenue et qui transgressait tout, qui se retrouvait dans des situations pas possibles et donc d'une certaine manière, on se moquait des gens de la haute et des gens qui ont une certaine prestance. Ces gags, Max Linder les invente sur le terrain. La légende raconte qu'il notait ses idées sur ses manchettes le matin dans le métro, puis se rendait dans un parc avec quelques acteurs pour mettre en scène ses histoires le plus naturellement du monde, directement devant les caméras. Je n'ai pas une passion pour le comique. Et quand on m'a dit, quand je suis devenue enfant, que j'avais un père qui avait fait du comique, j'ai eu peur de rencontrer ce comique. Mais en même temps, quand je l'ai découvert, j'ai découvert un homme élégant. Il a un comique raffiné. Le nom de Max figure sur les affiches de films à partir de 1909, de Paris à Berlin. Il est la toute première star du cinéma. Dès lors, les Français ne vont plus au cinéma, ils vont voir un film avec Max. Max est notre ami, il est là, il nous fait rire, il se trouve dans des situations absolument improbables, et même si on n'est pas dans le slapstick à l'état pur, on est déjà dans une forme moderne, c'est-à-dire années 10, années 20 de cinéma comique, alors que nous ne sommes qu'en 1905-1906. La plupart des acteurs comiques du cinéma muet viennent du vaudeville ou des spectacles de variété. Les music-halls ouvrent dès midi et les numéros s'enchaînent jusque tard dans la soirée. Acrobaties, sketchs, chansons grivoises sont au programme. Avant l'invention du cinéma, le music-hall était le grand divertissement populaire. Comme les théâtres étaient grands et qu'il n'y avait pas de microphone, les artistes devaient avoir un jeu très visuel.
qui soit perceptible du fin fond de la salle. Donc, je pense que cette grande époque de la comédie est un héritage direct du music-hall. Dans la salle des archives de Lobster Films, Serge Bromberg nous montre Charlot au music-hall, de précieuses images qui remontent au tout début de Charlie Chaplin. L'acteur connaît en effet ses premiers succès dans un music-hall londonien. C'est cette expérience qui lui inspire ce film en 1915. En 1915, un an après avoir commencé à faire du cinéma, il tourne ce film qui est en quelque sorte le dernier hommage à sa carrière d'avant le cinéma. Et il va y reprendre le rôle du dandy qui est à l'orchestre et qui sème le trouble, mais aussi un double rôle très rare chez Chaplin où il sera une sorte de vagabond au balcon et qui passe son temps à lancer des tomates, arroser le public, enfin voilà. Il dit au revoir au music-hall et à la scène, il n'y retournera. Si Hollywood est ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à Chaplin. Il est l'une des premières stars sorties de la fabrique à films de la côte ouest des États-Unis. L'industrie cinématographique américaine comprend rapidement que créer des stars peut rapporter gros. Charlie Chaplin signe en 1913 son premier contrat avec le studio Keystone et tourne immédiatement ses premiers films. Les premiers temps, on pouvait tourner un film pour 4 fois rien. Il n'y avait pas de grand plateau de tournage. Par contre, il fallait que la météo soit de la partie. Quand le soleil se montrait, toute l'équipe de tournage sortait et on tournait tout ce qu'on pouvait. Après quoi, on allait en salle de montage regarder ce qu'on pouvait en faire. Cette façon de procéder pose problème à Chaplin dès les premières semaines. C'est un perfectionniste et il refait chaque scène jusqu'à ce qu'elle lui convienne parfaitement. Sa manière de filmer les gags fera école. C'est avec ce sens inné de ce qui est juste qu'il crée son personnage de vagabond. Il explique dans ses mémoires que les chaussures de Charlot symbolisent ses soucis, sa moustache, sa vanité, et sa canne, sa dignité. De loser, il peut se transformer en héros en un éclair. On dit qu'il s'est créé ce look en 20 minutes. C'est miraculeux. En quelques instants, il a assemblé des vêtements qui traînaient là et s'est créé un costume qui a perduré et qu'on reconnaît aujourd'hui encore, 100 ans plus tard, dans le monde entier. Un beau jour de l'été 1914, il tourne son premier film dans ce costume, en décor naturel, à l'occasion d'une course automobile. C'est un document extraordinaire, car ces gens sont les premiers à avoir vu le personnage de Charlie Chaplin. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le remarquent pas tout de suite. Ensuite, ils sont un peu gênés car il est toujours sur la piste et n'arrête pas de tomber. Ils se demandent s'il est ivre. L'équipe de tournage réduite au strict minimum comprend Chaplin, qui s'active devant et derrière la caméra, et un caméraman professionnel. L'acteur joue le rôle du type qui est toujours là où il ne faut pas. Aligné sur le bord de la route, les gens s'intéressent plus à la course qu'à lui. Ce sont les enfants qui comprennent les premiers. Regardez la tête que font certains. Ils sont enchantés par ce drôle de personnage et se mettent à rire. Le fait qu'en l'espace d'un an et demi, Chaplin devienne peut-être pas encore l'artiste ou l'homme le plus célèbre au monde, mais presque, montre à quel point ce personnage de vagabond parle aux gens des 4 coins du globe. Charlot devient le héros des petites gens grâce à sa capacité surprenante à surmonter les difficultés de la vie. Chaplin était très léger, il mesurait 1,65 m, il était tout petit et il savait qu'il était plus léger que l'air. Donc d'une certaine manière, sa gestuelle était beaucoup plus libre que celle de gens beaucoup plus forts, beaucoup plus lourds, et il en a profité. Le gros atout de Chaplin, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut avec son corps.
Un beau jour, il met des patins et le voilà qui patine aussitôt à son aise. D'ailleurs, ses multiples talents se révéleront le plus souvent de façon tout à fait spontanée. Donc il savait danser de manière merveilleuse, avec une grâce absolument insensée. Chaplin, ce qui fait son succès, c'est que d'abord et avant tout, c'était un danseur. En 1916, il signe un contrat avec Mutual Films. Son salaire hebdomadaire, $10 000, plus une prime de $150 000 à la signature du contrat. Chaplin est désormais l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Les autres studios de production recherchent des acteurs aussi talentueux que Chaplin et engagent le jeune Harold Lloyd. Il joue Lonesome Luke, un personnage calqué sur Charlot. Mais Lloyd ne veut pas être une copie. Hello. I remember a few years ago taking a pair of glasses and creating what we called the glass character. Cet optimiste à toute épreuve touche la corde sensible du public. C'est un casse-cou débordant d'énergie, ambitieux, américain jusqu'au bout des ongles, qui a pour devise « Quand on veut, on peut ». Il joue une sorte de playboy new-yorkais des années 20, un type insouciant de cette époque qui a vu naître le jazz. Harold Lloyd engage des gagmen, des auteurs payés pour lui donner sans cesse de nouvelles idées, de nouveaux gags qu'il s'empresse de mettre en pratique. Ce que Lloyd a apporté au slapstick, ce sont les sensations fortes. Il s'est mis à faire des cascades fabuleuses, magnifiquement mises en scène, qui tenaient le public en haleine. Harold Lloyd aime le risque. Les scènes les plus acrobatiques et les courses-poursuites les plus périlleuses, il les joue lui-même. Et si son personnage échoue invariablement dans ses entreprises, il le fait avec tellement d'esprit que le public, même s'il retient son souffle, le cœur battant, sait au fond de lui qu'il arrivera toujours à s'en tirer et que tout finira bien. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Lloyd est probablement l'héritier de cette tradition du personnage à qui il arrive plein d'aventures incroyables et il se retrouve dans des positions pas possibles. Ça, c'est le Lloyd des années 20. Bientôt, un troisième visage vient compléter la scène burlesque hollywoodienne. Et puis, Buster Keaton, c'est l'acteur parfait, c'est le réalisateur ultime, mais c'est aussi quelqu'un qui a poussé l'exigence à un tel point de pureté qu'il ose le surréalisme. Buster Keaton est un personnage un peu à part dans le slapstick. Il joue avec le silence des films muets comme un peintre avec les couleurs. Il parle avec son corps et s'entoure des décors les plus absurdes. Avec Buster Keaton, le comique devient sérieux. Un héros burlesque dont le visage restera gravé dans les mémoires. On le surnomme le grand visage de pierre. Les gens croient parfois qu'il est inexpressif, mais c'est faux. Son visage est très expressif. Ses traits bougent peu, mais il n'a qu'à baisser un peu les paupières pour avoir une toute autre expression. Un jour, on lui a demandé « Tu ne souris donc jamais ?»« Non, j'ai d'autres façons de montrer que je suis heureux. » Le regard sombre et hypnotique de Buster Keaton, les équipés rocambolesques de Harold Lloyd et la poésie qui émane de Charlot, l'éternel perdant, trois styles burlesques bien distincts qui reflètent chacun une facette de notre monde. Le cinéma muet était au summum de son art. L'expression visuelle est quelque chose de spécial, d'unique, que ces comiques ont su exploiter à leur fin. Le fait que tout ceci ait commencé en France avec Max Linder, Hollywood le sait très bien. Lorsque Charlie Chaplin quitte la société Essanay à la fin de 1915, Essanay cherche une vedette européenne pour continuer les films comiques et ils font appel à Max Linder et ils l'amènent en Californie. C'est à ce moment-là que Max rencontre Charlie Chaplin. Une rencontre entre le maître et l'élève.
Ainsi aime-t-on interpréter cette photo, le maître étant bien sûr Max Linder et l'élève Chaplin. Mais ces images datent d'une époque où Charlie Chaplin est déjà célébré comme le roi de la comédie burlesque et n'a plus besoin de maître depuis longtemps. Quant à Max Linder, c'est le héros oublié des premières années du cinéma. Hollywood a depuis longtemps supplanté l'industrie cinématographique française, mais l'acteur espère relancer sa carrière en Amérique. Le fait d'aller à Hollywood pour Max Linder n'aura pas été une très bonne idée au départ, puisque en 1916, il part aux États-Unis pour remplacer Chaplin, ce qui n'est pas facile. Il a un contrat pour 12 titres, il n'en fera que 3, et pour des raisons de santé, diplomatiques ou pas, on ne sait rien, il rentrera en France. Son heure de gloire est derrière lui. Lorsqu'il rentre en France, Max Linder est un clown brisé. Son mariage avec Hélène, une jeune Française de 17 ans, lui redonne du courage. Sa fille Maude naît en 1924. Mais il supporte mal de voir son nom supplanté par celui de Charlie Chaplin. 10 ans plus tôt, ce dernier lui avait envoyé un mot de gratitude en le décrivant comme son maître. Chaplin était là, est un homme remarquable. C'est un talent merveilleux, mais c'est également un remarquable homme d'affaires. Et il a su merveilleusement mettre en vedette son cinéma, tandis que Max Linder, lui, en se suicidant, a tué en grande partie son œuvre. Pendant longtemps, on a à peine su que Max Linder existait. Au matin du 1er novembre 1925, dans la chambre qu'il occupe à l'hôtel Baltimore sur l'avenue Kléber à Paris, Max Linder se suicide après avoir tué sa femme Hélène. La veille, dans Le Petit Parisien, on pouvait lire « Le dernier film de Max Linder est un drame navrant, pitoyable ». Sa fille Maude a alors 15 mois. Très mauvais père, il m'a abandonné en se suicidant, donc plus mauvais père, on ne peut pas trouver. Mais j'admire le cinéaste profondément. Et quand je vois ce qui se passe à l'époque où il a vécu, je crois que c'est un des personnages les plus élégants, les plus français, tout en restant international. Aujourd'hui, seul un cinéma parisien entretient le souvenir de la première star comique et en même temps tragique du cinéma muet français. Après sa mort, la France devra attendre longtemps avant de retrouver un artiste aussi doué pour raconter des histoires sans parole. The winner is My Uncle, Spectre Grey Auto Films. The award for the French film My Uncle, Jacques Tati. Hollywood, it's a town at the beginning of comedy, slapstick, pantomime. I will remember all the names, from Max Sennett to Chaplin to everyone. Dans Mon oncle, oscarisé en 1958, les objets jouent un rôle prépondérant et, à l'instar du cinéma muet, la priorité est donnée aux gestes. Même si le cinéma est sonore depuis longtemps, Tati n'a pas besoin de faire parler le personnage de Monsieur Hulot pour transmettre son message. Ici, le comique repose sur le rapport conflictuel de l'homme à l'objet dans le monde moderne. Charles, j'ai une idée. You know he's this... C'est un type un peu vieux jeu, pas très travailleur, not very hard working, and then you just see him. Et on le voit découvrir le monde moderne sous nos yeux. Modern world before your eyes. C'est fantastique. Tati, c'est un personnage qui est un peu tombé du ciel, qui ne sait pas pourquoi il est là, qui essaye de s'inscrire dans le monde et qui est maladroit. Mais c'est un maladroit de bonne volonté. Tati fait un usage philosophique du burlesque. Il ne se casse pas la figure comme Charlot et ne se livre pas non plus à des acrobaties à la Harold Lloyd. Tati ne fait pas du comique réaliste.
En 1952, M. Hulot prend la mer pour réaliser cet unique gag qui ne sera finalement intégré au film qu'en 1978 à l'occasion d'un nouveau montage. Entre-temps, Tati a vu Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Cette histoire en dit long sur la façon de travailler de Jacques Tati. Il passe des heures dans les cafés à observer le monde et ses habitants. Il absorbe tout et ne boucle jamais tout à fait un film. Toutes les idées qui apparaissaient dans les films étaient déjà bien pensées auparavant. Et on peut le voir dans ces dessins préparatoires où quelquefois il s'agit d'un article de presse, une anecdote, un fait divers, une petite idée, une observation, telle que le gag du requin qui est dessiné ici. À Paris, au film de mon oncle, l'univers de Jacques Tati est bien gardé. On s'aperçoit qu'il a un goût pour tout ce qui le déconcerte. Il y a un gag de Trafic, du film Trafic, où chaque personnage a une voiture qui lui ressemble, avec notamment des essuie-glaces qui ont le même rythme du débit de parole. Le vieux monsieur dans la 2 chevaux, il a des essuie-glaces qui sont très hésitants, qui balbutient un petit peu. Les dames qui sont très bavardes dans une voiture ont des essuie-glaces qui partent dans tous les sens et qui sont très très agitées. Le rapport de Tati à la technique semble assez perturbé. Il fait preuve d'un profond scepticisme vis-à-vis du progrès. Son héros muet est en situation d'échec permanent face à tout ce qui est moderne et en vogue. Par son côté extrêmement maladroit, il rappelle fortement les grands personnages du slapstick du début du XXe siècle. Si j'étais philosophe, ce que je ne suis pas, je dirais qu'il doit y avoir une raison liée à l'époque. Nous sommes au début de l'ère des machines, et les gens commencent à se rendre compte que ces choses qu'ils ont inventées sont très puissantes et très dangereuses. Il est donc important d'en rire, de refuser de les prendre trop au sérieux. En 1936, Charlie Chaplin tourne Les Temps modernes. L'homme ne fait pas le poids face à la machine, présentée comme un monstre. Mais le message de Chaplin est plus subtil. Il fait un film muet, à l'ère déjà bien entamée du cinéma sonore. C'est une manière satirique d'affirmer sa position à l'égard du progrès. Son personnage refuse tout bonnement de parler. Le public connaît ce personnage muet. La seule voix qu'il avait jusque-là, c'était celle que chacun lui avait attribuée dans son imaginaire. Alors, si Chaplin l'avait fait parler, les gens auraient été surpris. L'autre problème, c'est que tout son travail résidait dans le mime. Et c'est pour cela qu'il était compris dans le monde entier et que son public était universel. Chaplin n'utilise que des bruitages. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est la machine. Au lieu de la parole, il y a tout un univers de sons autour de cette machine à manger plus vite. C'est comme un gros plan sonore. Les bruitages sont exagérément forts et précis. Les effets sonores contribuent à renforcer l'aspect visuel et permettent au personnage de Charlot de rester silencieux. La parole, Chaplin en est convaincu, nuirait à son art. C'est pourquoi dans les temps modernes, il ne fait parler Charlot que dans une scène à la fin du film. En fait, il est censé chanter, mais...
Il a oublié les paroles, alors il se met à inventer des mots et dit n'importe quoi. Est-ce du français, de l'italien? C'est hilarant. Charlie Chaplin a trouvé la solution pour intégrer la voix sans dénaturer son cinéma. Il fait du slapstick vocal. Quoi qu'il en soit, le parlant annonce la fin des rois du mime. Les dialogues nuisent au comique visuel. Il ne laisse pas assez de place aux gags physiques et les encombre plus qu'autre chose. Mais on n'arrête pas le progrès. Aussi décide-t-il d'utiliser le mieux possible ce qui sert véritablement leur art, les bruitages. Le bruitage, c'est la langue des objets. À travers leur bruit, les objets expriment quelque chose. Ils peuvent se manifester même lorsqu'ils ne sont pas visibles à l'écran, et même transmettre en quelque sorte une humeur. C'est Jacques Tati qui cultivera véritablement le langage des objets. Pour créer une voiture adaptée au personnage de M. Hulot, il organise un casting en règle. Son assistant photographie divers modèles au cours de l'été 1951. On va s'approcher beaucoup de ce modèle qui est la Salmson. Et Tati finalement va combiner ou compiler plusieurs voitures pour en créer une qui soit vraiment la voiture unique de M. Hulot. On a souvent demandé à Jacques Tati si les bruits pouvaient avoir un effet comique. C'est pas l'effet comique, c'est en fait l'apport du son par rapport à la personnalité de la voiture. Bon, je pars sans son. Bon. Je le dis pour moi une grosse... Tati aime montrer cette scène. Il coupe d'abord le son, puis repasse la même scène avec le son. Il s'agit de conférer une personnalité aux choses. Et le comique réside là encore dans l'échec. Tous les objets ont un aspect visuel et tous les objets parlent. Cette chaise, par exemple, elle émet un certain son. On utilise les objets comme des métaphores, c'est-à-dire pour représenter quelque chose d'autre. Une chaise est un objet conçu pour s'asseoir dessus, alors ce qu'on va faire, c'est l'utiliser d'une autre façon. Dans Playtime, Tati utilise toute une ville avec ses ronds-points et ses cars de tourisme pour dénoncer le fléau des grandes villes qui ne laissent plus de place à l'individu. Il n'y a pas d'histoire dans ce film, ni de dialogue, juste des images. Le public doit apprendre à interpréter les images. Par exemple, quand le car part à la renverse. Sous l'effet d'une illusion d'optique. Le tournage a duré 3 ans. Ce qui est fou, et il a fait construire une petite ville, Tativille, avec des tours qui faisaient 50% de hauteur. Mais enfin, c'était quand même des choses énormes, quelque chose d'énorme, pas loin d'ici d'ailleurs. Et surtout, ça a coûté très, très cher. C'est aussi pour les producteurs, ça a été une catastrophe. Playtime va mener son génial réalisateur à la ruine. Avec la gigantesque ville studio qu'il fait construire en région parisienne en 1964, le budget du film explose. De plus, Tati a la manie de tout retravailler encore et encore. Il y a donc plusieurs versions de Playtime. Mais Tati a rêvé trop grand et sa société de production fait faillite. C'est peut-être le dernier clown muet qui existe et qui a su adapter cet art de la pantomime au monde moderne, au cinéma moderne. Tati est un grand fan de Buster Keaton. Il le mentionne souvent lorsqu'on lui demande pourquoi Playtime a connu un tel échec commercial à sa sortie. Dans cette conférence de presse qu'il a donnée à Los Angeles, à la fin, Tati a fait une grande sortie théâtrale devant les journalistes américains en disant Buster Keaton est mort pauvre
et je ne vois aucune raison pour moi de mourir riche. Buster Keaton a lui aussi une tendance à la démesure créative. En 1926, pour le climax de son film Le Mécano de la Générale, il fait s'écrouler un pont sous le poids d'une locomotive, la scène la plus chère de l'histoire du cinéma muet, sans parler du coût des centaines de figurants. Nous avons du mal à imaginer aujourd'hui les conditions de tournage dans les années 20. Je crois qu'il y a eu beaucoup de morts. Un jour, il a dit aux figurants qu'il les paierait 5 $ de plus s'ils acceptaient de tomber dans les escaliers. Résultat, 2 d'entre eux sont morts pour avoir pris trop de risques. La star aussi prend des risques, et pas des moindres. Keaton réalise toutes ses cascades lui-même. Dans Sherlock Junior, il s'assoit sur le guidon d'une mobilette sans frein dont le conducteur se fait vite éjecter. Il racontera par la suite que le tournage de la scène a été un enfer et qu'il a fait quelques chutes monumentales. Pour le cadet d'eau douce, il met en scène un cyclone à l'aide de 6 énormes machines à vent alimentées par des moteurs d'avion. Il y a un passage formidable où il est debout devant une maison dont la façade se détache et s'écroule sans le toucher. Ils avaient tout mesuré au millimètre près. Et ils avaient laissé un encadrement de fenêtres vide, précisément à l'endroit qui serait à sa hauteur au moment de la chute. Vous savez que Keaton doublait ses cascadeurs. Il venait du musical et Buster était justement un mot qui voulait dire un dos solide, car enfant jouant avec ses parents, il faisait des cascades invraisemblables, à se casser le dos, littéralement. Dans cette scène de Sherlock Junior, Keaton commet une erreur d'appréciation et se fait projeter sur les rails sous la pression de l'eau. Là, ça a été vraiment un petit peu fort. Et 7 ou 8 ans plus tard, il fait une radio mécanique et on lui dit « Mais attendez, vous vous êtes cassé la colonne vertébrale ?» Et il dit « Ah oui, ça doit être quand je me suis pris la cascade d'eau là. » Voilà. Il s'était cassé la colonne vertébrale, mais juste il avait continué et personne s'en était aperçu, lui le premier. Pas question pour Keaton de se faire doubler pour autant. Par contre, Lloyd va se faire doubler à partir du milieu des années 20 pour les scènes les plus dangereuses, pour des questions d'assurance, pas parce qu'il a peur, mais les producteurs, les investisseurs ne veulent pas que leur vedette risque de tomber ou d'avoir des accidents. Cette scène est tournée en 1928. Cette fois, ce n'est pas Harold Lloyd qui conduit ce tramway hippomobile. Cette chute n'était pas prévue, mais il décide de l'intégrer à ce qui sera son dernier film muet intitulé « En vitesse ». Lloyd a vécu sa propre catastrophe personnelle 6 ans auparavant, un accident dont il s'est par bonheur magnifiquement relevé. En 1919, alors qu'il posait pour une photographie publicitaire, il avait dans sa main une bombe et il faisait semblant d'avoir là, sauf que c'était une vraie bombe. Et la bombe a explosé et une partie de sa main et de son doigt sont partis. Sa carrière semblait devoir s'arrêter là. Mais Lloyd, héros burlesque par excellence, ne baisse pas les bras. En 1923, il tourne un de ses films les plus connus, Monte là-dessus, dans lequel il escalade un immeuble new-yorkais avec une prothèse à la main droite cachée par un gant en cuir couleur chair. Quand il tourne Monte là-dessus et joue cette scène où il est suspendu à l'horloge, il n'a qu'une main et demie. C'est extraordinaire. Et il a réellement fait ses cascades, à cette hauteur-là, avec pour seule sécurité une plateforme située 5 mètres plus bas, où ils avaient mis un matelas. Il n'avait fait qu'un seul test avec un mannequin. Le mannequin était tombé sur le matelas et avait rebondi. Et Lloyd avait dit « Je ne veux plus voir ça ». Harold Lloyd appartient à une génération d'acteurs comme on n'en fait plus. Des casse-cou, des passionnés, capables de tout pour faire rire. Mais je crois qu'il y a quelque chose de vrai dans le fait que, avant tout, le slapstick, c'est une question de personnel. Il faut qu'il y ait des gens capables de le faire même physiquement, avoir l'imagination, avoir le talent, et capables de passer du spectacle au cinéma. À la fin des années 20, la grande époque du muet est révolue.
Si Harold Lloyd tourne encore des films jusqu'à la fin des années 30, sa grande aventure, désormais, c'est sa famille. Charlie Chaplin ignore avec succès le cinéma parlant et continue à bénéficier d'une popularité planétaire. Il tourne des films avec des personnages muets jusque dans les années 50. Buster Keaton, lui, fait faillite. Il refuse de rentrer dans le système rigide des studios et sombre dans la dépression. Ce qui était formidable pour ces grands acteurs comiques, c'est qu'ils pouvaient travailler de façon indépendante. Ils étaient leurs propres patrons et avaient leur propre société de production. Puis celles-ci ont été absorbées par les grands studios qui se sont mis à les contrôler. Ils se sont vus imposer des producteurs et n'ont plus été aussi libres dans leur créativité. Et voici les derniers survivants de la grande époque du cinéma burlesque, Laurel et Hardy. Eux ne risquent pas de se briser les os lors de leur folle poursuite, car maintenant, on a recours à des trucages. Leur force réside dans leur façon d'aborder le slapstick, comme s'il s'agissait non pas d'une construction artistique, mais de choses du quotidien, d'incidents qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand. Hardy l'a très bien expliqué dans une interview. Les gens se reconnaissent en nous, car ce sont tous des Laurel et des Hardy. C'est pourquoi nous méritons, ou du moins M. Laurel et M. Hardy, méritent le même respect que n'importe qui dans nos films. Ce sont des messieurs tout le monde. Il arrive néanmoins à ces messieurs tout le monde des choses qui dépassent les limites physiques de l'homme. Bien sûr, on sait que si l'on faisait la même chose dans la vraie vie, on aurait vite un cadavre sur la conscience et on pourrait tout de suite appeler la morgue. Mais que fait Hardy? Il remue la tête et tout rentre dans l'ordre. Je crois que cette invraisemblance surprend les spectateurs. Ils savent très bien que ce n'est pas réaliste. Mais ils trouvent ça hilarant. When I do get out, I'll break off your legs and I'll wrap them around your neck. Une menace rapidement mise à exécution. Les trucages ne peuvent toutefois pas aller aussi loin que les dessins animés. Les deux genres, dessins animés et films burlesques, cherchent à repousser les limites du possible. Les dessins animés offrent un terrain de jeu plus grand et plus varié et permettent de mettre en scène des idées tout à fait impossibles à concrétiser dans la vraie vie. Les stars adulées du cinéma muet sont une formidable source d'inspiration pour les créateurs de dessins animés, lesquels se développent en parallèle aux carrières de Chaplin, Lloyd, Keaton et Laurel et Hardy. Ce que les animateurs ont découvert, c'est qu'il n'y avait pas de limite physique à ce que leurs créatures pouvaient endurer. Le comique pouvait donc aller bien plus loin sans que cela ait des conséquences désastreuses. Un personnage peut se prendre une planche à repasser en pleine figure. Un rocher peut lui tomber dessus. Il peut lui arriver les pires choses. Il s'en remet toujours. Dans l'animation, on retrouve tous les éléments du slapstick. La quasi-absence de dialogue, des bruitages, les cascades, les gentils et les méchants. Dans l'animation, faire bouger un personnage est relativement facile. Donner l'impression qu'il vit est nettement plus difficile, mais donner l'impression qu'il pense l'est encore plus, et c'est ça le truc. Les personnages sculptés dans de la pâte à modeler, comme le chien Gromit, sont plus proches du corps humain que les personnages dessinés.
Et s'ils ne parlent pas, ils n'en sont pas moins capables d'exprimer leurs émotions avec une grande précision. Quand je dis donner l'impression qu'il pense, je veux dire nous faire croire que le personnage a une vie intérieure et que lorsqu'il lui arrive des choses ou qu'il provoque des choses, ce n'est pas en tant que personnage animé, mais en tant qu'être vivant. Wallace et Gromit connaissent un succès phénoménal, à l'instar de Chaplin ou de Laurel et Hardy. À Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, les studios Hardman ont créé une sorte de temple du slapstick. Depuis les années 70, on y fabrique de petits personnages en pâte à modeler qu'on anime ensuite grâce à la technique du stop motion, l'animation image par image. Le tout dernier personnage inventé par les studios Hardman s'appelle Shaun et c'est un mouton. C'est un personnage qui adore les interdits. S'il y a un bouton avec l'inscription « Ne pas appuyer », il sera bien sûr le premier à appuyer dessus. Il fait un tas de bêtises, mais ce qu'il veut surtout, c'est échapper à la banalité de son quotidien. Chez Hardman Animations, on accorde énormément d'importance aux détails tels que les mimiques des personnages. Shaun n'est pas n'importe quel mouton, c'est la réincarnation de l'une des plus grandes stars du cinéma burlesque. Pour reconnaître de qui il s'agit, il faut regarder ce petit mouton dans les yeux. Je me suis inspiré de Buster Keaton parce que je n'avais pas trop le choix, à vrai dire. Dans le visage de Shaun, la seule chose qui bouge, ce sont ses yeux. Le reste n'exprime pas grand-chose. Et justement, Buster Keaton était connu pour son visage de marbre. J'ai toujours trouvé ça drôle que Buster Keaton se relève des pires accidents comme si de rien n'était. S'il se fait renverser par une voiture, il se relève avec un air vaguement énervé, pas du tout l'air de quelqu'un qui vient de se faire renverser. C'est ce qui me faisait rire. Il conserve toujours la même expression. Une maison peut lui tomber dessus. Il ne change toujours pas d'expression. Hardman Animations reprend les grands gags du cinéma muet, les adapte et les modernise. L'illusion du miroir, par exemple. Oh! C'est sympathique, c'est mignon et c'est intelligent. Quand c'est bien fait, ça peut même être vraiment brillant. J'ai moi aussi utilisé ce gag, et pas seulement une fois, mais 3 ou 4 fois au cours des dernières années. Le gag en question a été inventé par Max Linder en 1923. Dans 7 ans de malheur, 2 acteurs se livrent à un formidable jeu de mime de plusieurs minutes. Je suis fier et honoré d'être influencé par ces gens. Keaton, Chaplin, Jacques Tati. J'ai longuement étudié leur travail. Et quand je dis fier et honoré, je devrais également dire qu'on leur vole aussi beaucoup d'idées à ces grands maîtres. La célébration jubilatoire de l'échec n'est donc pas morte et enterrée. Elle refait surface régulièrement à travers des personnages animés largement inspirés des héros du cinéma burlesque. Wall-E, par exemple. Ce n'est qu'un robot animé et pourtant il est aussi attendrissant que Charlot. C'est tellement bien fait qu'on arrive à s'identifier au personnage, alors qu'il n'est pas humain, et n'essaie même pas de nous faire croire qu'il l'est. Je crois qu'il y a une séquence dans Wall-E où il offre une fleur à quelqu'un. C'est un passage très touchant. Et en le voyant, je me souviens m'être dit que c'était directement inspiré de Chaplin, et plus particulièrement des Lumières de la ville. Ça rappelle le style très émouvant de Chaplin. En définitive, le burlesque repose toujours sur de grands sentiments. Et sur le passage éclair du comique au tragique, et vice-versa. Parfois, il suffit pour cela d'un instant de silence.
Les méchants perdent et les gentils gagnent. Pas parce qu'ils sont plus forts. Ce ne sont pas des super-héros. Non, ils gagnent grâce à leur humanité, leur force d'âme, leur persévérance, le fait qu'ils n'abandonnent jamais. Si le burlesque a connu son heure de gloire, aujourd'hui le genre semble inspirer plus de méfiance. Peut-être redoutons-nous davantage la peur de l'échec qu'autrefois. Mais ces artistes qui se tirent si élégamment de leurs mauvais pas, qui ressortent toujours indemnes des pires catastrophes, chutes ou bagarres, ne sont-ils pas aussi des héros? Ils se permettent simplement d'échouer de temps en temps. À chacun de voir s'il vaut mieux en pleurer ou en rire. Aucune comédie ne finit sur une note tragique. Le héros n'est jamais définitivement vaincu. Il se relève toujours à la fin. Généralement, les comédies burlesques racontent l'histoire d'un succès. Les héros triomphent de l'adversité, du monde hostile auquel ils sont confrontés. Time it rains, and it's from heaven.